bien, bonsoir tout le monde. Bienvenue, dans cette vidéoconférence. Je regarde juste que tout soit fonctionnel. OK, j'ai un petit décalage avec Instagram. Alors je vous demande de l'indulgence, je ne suis pas, le meilleur en communication internet pour l'instant, donc c'est le temps que je m'organise. Alors, eh bien, bienvenue. Je souhaitais faire une vidéoconférence, sous forme de direct dans un premier temps. hem, pour parler de l'ostéopathie et en fait des croyances, des dogmes et surtout du concept que l'on s'en fait bien souvent. L'idée étant, c'était de répondre aux questions, que l'on me pose souvent sur le terrain et de les amener sur un moyen de partage. Alors je vous invite à imaginer qu'on est, assis tous ensemble autour d'un feu, un soir de pleine lune et que l'on va discuter ensemble. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me laisser, des commentaires, j'essaierai d'y répondre. J'ai un lot de questions que j'ai pu récupérer, n'hésitez pas à en poser au fur et à mesure. Tout d'abord, pourquoi cette vidéo? Heu, à vrai dire, je ne savais pas comment vous rencontrer, je ne savais pas comment l'apporter. C'était important pour moi d'expliquer, ce qu'est l'ostéopathie, comment moi je la vois. Parce que ce soir, en fait, je vais vous partager mon ressenti, ma vision, ma vérité à moi. Je ne vous demande pas de me croire, je ne vous demande pas non plus de la prendre comme, une vérité absolue. Juste, voyez-le comme une discussion que l'on a ensemble et un partage et sur lequel vous allez, vous, pouvoir vous faire votre propre idée. Et moi, je suis ostéopathe animalier, donc je vais beaucoup vous parler des animaux, de l'ostéopathie exercée sur les animaux, mais je vais aussi vous parler un petit peu de l'ostéopathie de manière générale. Alors, la première question qui était posée, c'est au fond, qu'est-ce que c'est un ostéopathe et pourquoi je fais appel à lui pour mon animal? Alors, je vais vous parler d'une définition, celle d'Andrew Taylor Still. C'est celui qui a, d'une certaine manière, développé l'ostéopathie. Elle a été créée par un médecin qui s'appelle Andrew Taylor Still, enfin créée. Il a écouté le vivant et il a développé, un art, un modèle médical qui est une approche manuelle qu'il a appelée l'ostéopathie dans les années 1880-1890. Et du coup, je vais vous lire sa définition. Alors, il faut prendre dans le contexte que c'est à l'époque, donc on va dire que c'est une ostéopathie, naissante avec une vision d'une médecine, nouvelle, naissante. Parce qu'on pourrait parler de la médecine chinoise traditionnelle, tout ça, je vais m'écarter du sujet, mais la médecine telle qu'elle est conçue aujourd'hui, c'est celle qui avait à peu près, au début de son développement dans les années, 1880. Donc je vais vous lire, ce passage et j'espère que vous allez comprendre. Donc, qu'est-ce que l'ostéopathie? C'est une connaissance scientifique d'anatomie et de physiologie, utilisée par une personne intelligente et habile, capable de l'appliquer à l'homme malade ou blessé par des tensions, des coups, des chutes, une anomalie mécanique ou un accident. L'ostéopathe moderne doit avoir une connaissance magistrale de l'anatomie et de la physiologie. Il doit parfaitement connaître chirurgie ostéopathique. Je sais, ça peut faire bizarre que l'on parle de chirurgie ostéopathique, mais vous voyez comme, l'ostéopathie peut aborder en fait, certains viscères et parfois on peut faire en fait d'une certaine manière une chirurgie cellulaire. Il parle de scalpel manuel, à la différence de la médecine, chirurgicale qui utilise des scalpels métalliques. Donc la chirurgie ostéopathique, l'obstétrique ostéopathique et pratique ostéopathique. Soigner les maladies en ajustant les parties du corps qui ont été atteintes par des tensions, des chutes ou toute autre cause ayant modifié le cours d'un nerf, même très légèrement. L'ostéopathie, c'est la connaissance de l'anatomie de la tête, du visage, du cou, du thorax, de l'abdomen, du bassin et des membres. C'est savoir pourquoi la santé l'emporte dans les cas où toutes les parties du corps sont parfaites. Donc l'ostéopathie, c'est l'application réfléchie des meilleurs talents mentaux de l'homme ou de la femme qui désire tenir sa place dans la profession. Donc il faut savoir que Andrew Taylor Still, c'est un des précurseurs en fait de l'insertion des femmes dans la médecine, parce que lui étant médecin, système très patriarcal à l'époque,
où la femme n'avait pas beaucoup sa place et il a fait partie des premiers en fait, à crier haut et fort que la femme avait autant de compétences que l'homme et autant sa place dans ce monde. Hem, qui désire tenir sa place dans la profession. L'ostéopathie n'a que faire de buveurs de bière, de dandies, ni de joueurs de billard. C'est une affaire d'hommes sobres ne se lassant jamais d'anatomie, de physiologie et de recherche de la cause de la maladie. Je vous la raccourcis, mais en gros, partez du principe que l'ostéopathe a des très bonnes connaissances en anatomie, en physiologie. Et du coup, c'est ces connaissances-là qui permettent d'aborder le vivant, d'aborder le corps. Donc quand on me pose la question, au fond, qu'est-ce que c'est un ostéopathe? Ben, c'est un médecin, en gros, du corps, manuel. Alors je sais que ça peut faire griser, quand je dis médecin, parce qu'aujourd'hui, le lobbying, je vais être clair, le lobbying, médical, a serré la main vraiment sur, sur tout ce qui est, approche, hem, parallèle, hem, pour avoir une forme de monopole. Mais moi, je considère, selon la définition qui est de la médecine, que j'ai regardé sur, l'Académie française, que vous pouvez retrouver. Donc la médecine, c'est dérivé de médeciner, qui veut dire soigner, guérir, et le médecin, c'est la personne qui pratique la médecine. Donc l'art du médecin, c'est la notion de remède. Pour moi, un ostéopathe pratique la médecine parce qu'il vient pour soigner, guérir, en fait, le corps. En fait, c'est toujours un travail d'équipe. Donc l'ostéopathe, c'est une personne, un thérapeute manuel qui a la connaissance anatomique et physiologique du corps et qui, à travers son écoute manuelle et sensitive, va pouvoir accompagner le corps dans sa propre guérison. Donc en fait, ce n'est pas l'ostéopathe qui va guérir ni soigner, c'est l'ostéopathe qui permet au corps de se guérir et de se soigner. Ça, pour moi, c'est une nuance qui est très importante parce que si c'est l'ostéopathe qui fait, et vous verrez par rapport aux questions que j'ai en suivant, et du coup, on ne laisse pas la possibilité au corps de faire. Donc, au fond, qu'est-ce que c'est un ostéopathe et pourquoi je fais appel à lui pour mon animal? Ben, la même question, on pourrait la poser pour nous, les humains, c'est pourquoi nous, en tant qu'humains, on va aller chez l'ostéopathe? Souvent, l'idée, c'est je me sens pas bien dans mon corps, j'ai des tensions, j'arrive pas à, j'arrive pas à m'en sortir. J'ai essayé d'aller voir différents médecins, j'ai fait des radios, j'ai fait des échographies, j'ai même fait un scanner, j'ai eu des traitements différents, et malgré ça, j'ai encore des douleurs. Et nous, en fait, on est là, on arrive, pour l'instant, bien souvent en dernière partie parce que le médecin, en dépit, dit: «Beh, allez voir un ostéopathe, il va peut-être pouvoir vous aider». Alors il y a plusieurs approches, hein. Il y a l'ostéopathie, il y a la chiropraxie, il y a l'éthiopathie, il y a les kinésithérapeutes, en technique manuelle. Il y a le médecin chinois, il y a le shiatsu. Vous voyez, il y a toute, toute une diversité, d'approches qui vont correspondre aux besoins. Donc déjà, pour moi, avant de faire appel à un professionnel thérapeutique, l'idée, c'est de savoir quels sont mes besoins. Donc, je vous invite, avec cette petite question, déjà de se rendre compte qu'est-ce qui se passe dans son corps, avant de faire appel à un professionnel. Parce que si vous faites appel, par exemple, à un ostéopathe animalier pour votre chien alors que c'est un problème d'éducation, ben, c'est par raccord. Donc l'idée, c'est d'avoir un peu une connaissance des pratiques, avant d'appeler votre praticien. À quoi est utile l'ostéopathie? Ça, c'est une autre question. Et ben, l'ostéopathie, ma vision, donc pour moi, je la considère comme un art parce que, on de manière générale, il y a une ostéopathie par ostéopathe. C'est-à-dire qu'en fait, ça part de soi. C'est l'individu qui est au service du vivant. C'est ma vision. C'est-à-dire que nous, en tant que thérapeute manuel, on est au service du vivant, au service de l'animal, et c'est notre service qui permet la guérison. Donc pour moi, c'est une forme de création parce que quand on pose les mains, on ne sait jamais ce qui va se présenter. Des fois, il y a des histoires qui sont juste, oufissimes, et des fois, il y a juste un petit blocage, un petit nerf, comme il disait Andrew Taylor Still, juste un pincement nerveux qui va bloquer, un influx et qui va limiter une contraction musculaire, ou parfois c'est juste une décoaptation articulaire qui a besoin d'être effectuée.
parce qu'il y a eu une surcharge. Donc, à quoi est-il l'ostéopathie? Bah, à remettre du mouvement là où il n'y en a plus, à rappeler au corps qu'il a la possibilité de se libérer de ses propres maux MAUX. Un blocage, c'est quoi? C'est vrai, je peux vous poser la question, qu'est-ce que c'est un blocage? On se dit: «Je vais voir l'ostéopathe parce que je suis bloqué». Je vais prendre l'exemple de pas plus tard qu'il y a 2 jours. Un ami de ma mère, je prends le petit déj et il me dit: «Du coup, tu es ostéopathe?» «Ah ben, un jour, j'ai été voir un ostéopathe», donc c'est un homme de à peu près 60 ans. «J'ai été voir un ostéopathe parce que je suis tombé de l'escalier ou d'une échelle, je ne me rappelle plus et le lendemain, j'étais vraiment bloqué, je ne pouvais plus me lever, j'avais des grosses douleurs et du coup, j'ai été voir, un ostéopathe qui m'a fait craquer et le lendemain, j'étais mieux». Alors, j'ai eu une discussion sur le cracking, on en parlera plus amplement après. Mais l'idée étant, c'est que son besoin là était d'aller faire des gros étirements articulaires pour remettre de la mobilité là où il a pris un choc. Donc, un blocage, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est une zone conflictuelle où le corps n'a pas d'autre solution que de faire une accumulation de tension pour verrouiller la zone. Et en fait, le blocage, pour ceux qui me connaissent, je le vois comme une solution. Le blocage, c'est la zone de rencontre, là où on va pouvoir libérer. Donc en fait, un blocage, c'est la solution. Nous, souvent, on voit le blocage comme un problème, mais en fait, c'est le résultat. Il faut voir que le problème, en fait, il est ailleurs. D'où le fait que souvent, quand vous allez voir votre ostéopathe, il vous dit: ben, je viens parce que je vous invente un truc, hein, j'ai du mal à respirer. OK, donc j'ai des tensions sur le diaphragme étant un muscle. OK. Ben, en fait, c'est votre petit doigt de pied, qui est bloqué et du coup, c'est toute la chaîne de compensation qui fait que votre diaphragme se met en torsion. Donc voilà, qu'est-ce que c'est un blocage? C'est un ensemble de paramètres qui regroupe différentes solutions en son sein et c'est l'écoute de ce blocage qui nous permet de libérer, de lui rappeler qu'il y a une autre solution. Donc c'est une approche globale et en même temps, en partant d'un point extrêmement précis. L'ostéopathe peut travailler sur quelle structure? Bon, vous avez un peu compris que là, je vous parle de l'ensemble du corps. Et ben, un ostéopathe, ça travaille sur l'ensemble du corps. C'est-à-dire que du moment où on pose les mains, par exemple, là, je vais poser ma main sur ma main, je suis en contact de la peau, j'enfonce un petit peu plus mon contact, je vais aller sur les ligaments, sur les fascias, sur le système artério-veineux, sur les cellules qui composent tout l'ensemble de ma main. Donc en fait, je suis en contact avec tout. Si je pose mes mains directement sur le tube digestif, je vais être en contact avec le tube digestif, mais avec les bactéries qui sont en son sein. Donc vous voyez qu'en fait, l'ostéopathie, c'est une approche qui ne considère pas que les os. Il y a souvent cette croyance où on dit: «Je vais voir l'ostéopathe parce que, j'ai des os qui sont bloqués». Alors pour moi, ça veut rien dire. J'ai des os qui sont bloqués, ça veut rien dire. Soit tu prends un poids lourd et dans ces cas-là, oui, tu as les os qui sont vraiment déplacés et dans ces cas-là, c'est juste pas un ostéopathe qu'il faut aller voir, c'est un chirurgien orthopédique. Soit il y a vraiment des tensions qui font que tes os, ben, ton axe articulaire est en déviation parce qu'il y a des muscles qui tirent plus d'un côté que de l'autre et du coup, c'est tout ce système de compensation qui fait que ton articulation ne se mobilise pas correctement. Pour moi, ça, c'est l'approche kiné. C'est pour ça qu'il faut aller rencontrer un kiné et c'est toujours un travail d'équipe. Le kiné travaille avec l'ostéopathe et l'ostéopathe travaille avec le kiné. Nous, dans les animaux, on a l'ostéopathe et on a le physiothérapeute. C'est un travail d'équipe. D'où le fait que si moi je vais libérer mon articulation et que je comprends que le blocage il est au sein de l'articulation, qui est une coiffe ligamentaire avec le liquide synovial, tout ça, si je travaille que sur ça et que je ne travaille pas sur l'ensemble, je reviens le lendemain et le blocage il est revenu. Donc un blocage pour moi c'est la solution. Et l'ostéopathe peut travailler sur n'importe quelle structure, du moment où elle est vivante. Petit aparté, j'ai déjà posé les mains parce que je fais des accompagnements de fin de vie aussi sur les animaux. Je vais pas étaler mes compétences, mais l'idée étant, c'est que j'affectionne beaucoup le vivant et pour moi, la mort est un passage qui est important. Et j'ai trop souvent, j'ai travaillé en clinique et j'ai trop souvent en fait, vu des animaux donc euthanasiés pour des fins de vie, heu et mourir seul. Et ça, pour moi, c'est pas possible. Pour moi, un animal doit être accompagné jusqu'au bout et je peux comprendre des propriétaires qui ne le font pas parce que c'est trop dur.
Et moi, quand j'ai travaillé en clinique, en fait, j'accompagnais les animaux et vous voyez un peu comme l'image d'un accompagnant de fin de vie, pour pas que l'animal se sente seul. Du coup, j'ai un peu perdu le fil et tout ça pour dire que à la fois l'ostéopathe travaille sur le vivant et à la fois il peut travailler aussi à la rencontre de la mort. Hem, la question qui est intéressante aussi, parce que ça fait partie de mes spécialités, c'est les fascias, c'est quoi? Et je vais vous raconter une petite anecdote hier, c'est que j'ai accompagné en fait, j'étais présent pour un vélage et il y avait le vétérinaire qui a accompagné la vache donc pour, son vélage, donc la mise bas, c'est-à-dire l'accouchement de la vache de son veau et parce qu'il était en mauvaise posture et le vétérinaire, du coup, on parle de fascia, il me dit: «Oui, c'est l'enveloppe qui entoure les muscles» et en gros, il le finissait comme, «Le fascia, c'est une partie du muscle». Je dis: «Oui, c'est pas faux, mais le fascia, c'est un tissu mou, fibreux et qui est riche en collagène et qui comprend l'ensemble du corps. C'est-à-dire que la nature n'aime pas le vide, donc tout ce qui est vide dans le corps est plein, mais plein de fascia. Pour exemple, un homme de 80 kilos, il a 20 kilos de fascia. Je vous laisse imaginer ce que ça fait sur un cheval de 750 kilos, sur une vache d'une tonne. Les fascias, c'est énorme. Donc quand on dit juste que les fascias ne sont que l'enveloppe qui entoure les muscles, et ben en fait, c'est pas comment dirais-je? C'est pas vrai. C'est l'ensemble de tout. Même une cellule est constituée d'un cytosquelette. Ce cytosquelette est la structure qui maintient la forme de la cellule. Donc vous voyez qu'en fait un fascia, bah, c'est ultra complexe et c'est partout, c'est partout. Donc quand on aborde un fascia, on n'aborde pas qu'une partie, on aborde l'ensemble. Ça, c'est hyper important. Je vois beaucoup d'ostéopathes qui abordent les fascias comme quelque chose de très superficiel. Et en fait, c'est quelque chose de très profond et on peut aller extrêmement loin. C'est ce qui nous permet d'aborder des fois les viscères. Par exemple, sur un humain, on peut aller palper les viscères abdominaux, donc estomac, rate, pancréas, foie. On peut aller chercher tous ces organes en direct parce que la peau n'est pas très loin des organes. Mais sur un cheval, par exemple, qui est maintenu sur un pont horizontal, tous les organes en sont suspendus. Donc on ne peut pas rentrer la main. On pourrait le faire par voie rectale. Après c'est sur des cas des fois, à mon avis, très complexes, ça peut se faire. Moi, je ne l'ai jamais fait. Pourquoi pas avec, dans une clinique vétérinaire, il y aurait peut-être quelque chose à explorer là-dessus, d'aller faire de l'ostéopathie en direct. Ça fait partie d'un sujet que j'aimerais bien approcher. L'ostéopathie directement dans le viscère, au sein même de la torsion. Mais en fait, les viscères, on les aborde souvent par l'extérieur et en fait, c'est grâce aux chaînes faciales, aux suspentes en fait, que l'on peut tirer sur les organes et je ne parle pas d'énergétique, je ne parle pas de magnétisme, je ne parle pas d'intention pour l'instant. Je parle de quelque chose de très mécanique. Parce que là, on va me dire: «Oui, hem, il peut y avoir une approche énergétique, magnétique, même ésotérique». Oui, il y a pas de problème, on pourrait parler de tout ça et du coup, je sors du registre de l'ostéopathie. Et là, ce soir, j'ai envie de rester dans mon cadre qui est les approches et les croyances que l'on peut avoir tout autour de l'ostéopathie. Il y a une autre question, c'est quoi une manipulation ostéopathique? Alors, je vais être assez, peut-être tranchant là-dessus. Dire c'est quoi une manipulation ostéopathique? Clairement, vous et moi, quand vous voyez quelqu'un et que vous dites à cette personne que, c'est un manipulateur, est-ce que vous voyez cette personne comme quelqu'un de positif? Factuellement? Et tout le monde me dit: «Non Flo, en fait, quelqu'un de manipulateur, c'est pas quelqu'un qui est positif, c'est pas quelqu'un que j'ai envie d'avoir dans ma vie» et pour autant, quand j'étais à l'école d'ostéopathie, c'est quelque chose que je comprenais pas. Je dis: «Mais on est fou», on dit: «On est les plus grands manipulateurs du monde. Nous, les ostéopathes, on est les plus grands manipulateurs du monde. On manipule». Il y a un autre livre qui est Rolling Baker, enfin c'est une autobiographie de Rolling Baker qui est un élève. En gros, il y a 2 pontes dans l'ostéopathie. Il y a Andrew Taylor Still et Sutherland. Je vous la fais courte parce qu'il y en a plein qui ont et après, c'est pas pour faire un débat sur qui a créé quoi. Ce que je veux, c'est, les piliers. Pour moi, mes piliers, Andrew Taylor Still et Sutherland. Il y a Rolling Baker qui est un élève de Sutherland et il dit qu'en fait, l'ostéopathie, parfois, ça ressemble
pour certains qui pensent manipuler, de manière ostéopathique avec la tête et pas le corps, sont comme ceux qui font la blanchisserie là. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'image des personnes qui lavaient en fait, proche du moulin, les affaires et en fait ils brassaient comme ça. Voilà. Et ben, pour moi une manipulation c'est ça, c'est tu brasses les côtelettes, mais en même temps on ne permet pas au corps de comprendre ce qui se passe. Bien souvent, c'est plutôt un traumatisme qu'autre chose. Donc une manipulation, pour moi, c'est juste de la mécanique. Tu prends une clé à molette, tu tournes, voilà, et tu permets pas à cette clé à molette de faire exister de lui permettre de comprendre au boulon qu'en fait, il est rouillé. Il y a pas de notion de compréhension pour moi, c'est on libère sans la compréhension. Voilà, c'est comme je vous ai dit dès le départ, c'est mon regard, c'est ma vision. Ça peut être tranchant, ça peut-être faire, tiquer des égos. Peu importe, je suis là pour discuter, je suis pas là pour débattre. Ce que je veux, c'est un partage. La différence entre l'ostéopathie moderne 2024 et l'ostéopathie en 1900. Oui, c'est vrai que je parle beaucoup dans mes séances et du coup les gens, bah, ils se disent ouais, ils se posent beaucoup de questions. Donc l'ostéopathie moderne en 2024 et l'ostéopathie en 1900. Eh bien, par où je vais commencer? En 1900, ceux qui ont fondé l'ostéopathie avaient une conscience holistique, c'est-à-dire qui prend en compte l'ensemble. Ils avaient ils avaient ce désir d'aller là où la médecine n'allait pas. C'est-à-dire qu'ils prennent l'exemple, à un moment donné, Andrew Taylor Still prend l'exemple d'un patient qui vient vers lui et en fait, il avait des vomissements fécaloïdes. Alors le terme fait peur, hein, mais vous allez comprendre, c'est-à-dire que le tube digestif était tellement donc le côlon était bloqué, il y avait des bouchons dans le côlon et en fait, le médecin lui donnait des médicaments et le bouchon ne passait pas. Du coup, en fait, ça peut pas descendre par en bas, beh, du coup, ça va descendre, ça va remonter. Donc, en fait, et du coup, ça arrive dans l'estomac jusqu'à bah, sortir. Donc, je vous passe les détails parce que c'est un peu trash. Alors qu'en fait, ben, nous, ostéopathes, on peut aider en fait à libérer les tensions. Et en fait, Andrew, il parle à ce moment-là de, de l'ostéopathie comme une approche qui va aider le corps, là où la médecine ne peut pas l'aider. À tel point que si on ne peut pas l'aider à ce moment-là, ben, il n'y a que la seule solution, c'est que si on atteint 6 mètres de bouchon, ben, la seule solution, ce serait presque même que l'opération, la chirurgie, la vraie chirurgie. Pas qu'il y en ait une fausse, mais vous m'avez compris. Donc c'est ça en fait l'ostéopathie en 1900. Et en 2024, c'est là où pour moi il y a des dérives. Ben, l'ostéopathie, c'est j'ai un blocage, je vais voir l'ostéopathe. OK. Et à quel moment tu remets en question le système du pourquoi tu as un blocage? Ah moi je suis bloqué, je vais voir l'ostéopathe. Et pour moi, il y a 2 séparations là. J'avais fait une vidéo avec un ami, Julien Loubry, que vous avez pu voir et tous les 2, on est très, nous, on a une vision, c'est-à-dire qu'on va aider le corps à comprendre pour pas que la personne vienne nous voir. L'idée, c'est qu'elle soit autonome et j'en parlerai après parce que pour moi, c'est vraiment hyper important et l'ostéopathie 2024 ne rend pas autonome. Alors, je fais pas de généralité, mais je vois enfin, allez faire un tour sur le terrain, regardez. Plein de mes propriétaires que je suis, le propriétaire de chevaux me disent: «Flo, est-ce que tu connais un ostéopathe qui fait pas craquer?» J'accable pas le cracking, je veux juste mettre en conscience que l'ostéopathie, c'est une approche globale et pas juste je décoapte une articulation. Alors peut-être que ça va pas faire plaisir ce que je dis, mais rappelez-vous quand on était adolescent, moi je l'ai pas fait, mais je comprenais bien que ça pouvait être douloureux pour le corps, mais vous savez les enfants, ils se craquent les doigts, mais ils se craquent les doigts toutes les 20 minutes, à peu près. On va dire qu'on peut décoapter une capsule articulaire toutes les 20 minutes. Mais qu'est-ce qui fait la différence entre un praticien qui va décoapter les articulations et l'enfant qui va faire craquer ses doigts? Pour moi, il y en a aucune. À quel moment on prend soin du corps à ce moment-là? C'est ça que j'aimerais vous éveiller en fait à cette conscience-là. Parce que sur le terrain, ce qui s'est passé, c'est que j'en parle tous les jours. Je parle tous les jours, je sensibilise les propriétaires de chevaux à tout ça et même les personnes, mes amis, mon entourage, à la vision de l'ostéopathie que j'ai, où on prend soin du corps et malheureusement, ça ne change pas. Pourquoi? Parce qu'il y a tout le système scolaire, en fait, l'apprentissage de l'ostéopathie qui est visé sur l'ostéo-articulaire. Je le vois bien, par exemple, en médecine vétérinaire, pour, valider la pratique. Donc pour exercer sur le terrain aujourd'hui, en France, il faut valider un examen vétérinaire.
Et ben, dans cet examen vétérinaire, on demande d'avoir une connaissance sur les lois de Freyet. En gros, c'est des lois de mécanique qui font que, s'il y a tel ou tel blocage, bah, il y a telle répercussion sur tel axe, en gros. Elles ont été développées sur l'humain, les lois de Freyet. L'humain est sur un axe vertical. Tout le monde peut le comprendre, quand on se met debout, on est sur un axe vertical. Mais un cheval, ben, il est sur un axe horizontal. À quel moment les lois de Freyet sont applicables? Ben, elles ne le sont pas, on le sait tous sur le terrain. Mais pour autant, l'examen qui est mis en place pour valider notre pratique nous demande d'appliquer les lois de Freyet qui sont caduques. C'est un peu dichotomique l'histoire. Mais pour moi, c'est à la même image de l'ostéopathie en 2024. On a perdu le vrai sens de ce pourquoi on pose les mains. Être à l'écoute du corps, être étudiant du corps, être dans l'apprentissage de lui demander ce qu'il a besoin, ce qu'on lui apporte, et pas faire, manipuler et ne pas écouter le corps. J'ai posé les choses. Désolé, n'hésitez pas à me dire, hein, si si vous ne comprenez pas tout. Donc, bah, le cracking, du coup, la question, c'est vrai que je parle souvent du cracking. Je ne suis pas très fan. Et même moi, quand il y a des vertèbres ou des axes articulaires qui sont en décooptation, je fais Pourquoi? Parce que c'est quelque chose de. C'est en fait, pourquoi ça craque? Une articulation craque. On le voit tous, hein, on fait ça avec notre poignet, il y a notre poignet qui craque. En gros, c'est une articulation, c'est simple. C'est deux os, une capsule articulaire, des ligaments et un liquide qui est à l'intérieur de cette capsule articulaire. Ce liquide, il y a un petit peu d'oxygène. Quand on le mobilise, ben, l'oxygène, en fait, vient faire des petits ploucs. Voilà, c'est ça le cracking. En gros, c'est on décoapte et on libère, en fait. Vous savez, comme des fois, quand on met le pied dans la vase, on tire le pied dans la vase ou dans la boue, et d'un seul coup, ça fait un bruit. Bah, c'est un appel d'air. Bah, imaginez que quand on décoapte une capsule articulaire, on fait un appel d'air. Du coup, c'est ça le cracking. On permet une décoaptation articulaire. Euh, la croyance d'une vertèbre déplacée. Qui ne l'a pas dit? Je vais voir l'ostéopathe parce que je me suis déplacé des vertèbres. Ok, une vertèbre qui se déplace, tu es paralysé, tu es dans un fauteuil roulant, si tu as la chance. Si c'est pas trop haut, ça va. C'est là où je dis que si tu prends un poids lourd, tu as un choc tellement violent que si les vertèbres se déplacent, il y a la paralysie. Donc non, une vertèbre ne se déplace pas. On va pas voir, l'ostéopathe ne remet pas en place des vertèbres. C'est-à-dire qu'en gros, ce qui permet l'incurvation, donc la courbure quand je me penche, ou quand un cheval s'oriente, c'est des petits mouvements, des micro-latéroflexions qui font qu'en fait, l'ensemble des latéroflexions permettent au corps de faire une grande courbure. Mais une vertèbre ne se déplace pas. Si elle est déplacée, vous êtes paralysé. La moelle épinière, elle est en lésion. Je remets les os en place. Ouais. Non. Si, sur une luxation. Alors, en gros, il y a deux endroits où il peut y avoir des luxations. Qu'est-ce que c'est une luxation? C'est une perte de la coaptation. Alors, comme je vous disais tout à l'heure, deux os, capsule articulaire, ligament, liquide. Ben, quand un os sort de son axe, du coup, c'est ce qu'on appelle une luxation. Tant qu'il n'y a pas de lésion articulaire, c'est-à-dire que la capsule est encore saine. Et ben ça arrive sur la coxo-fémorale, donc les hanches et l'épaule. On voit bien ceux qui font du ski, hein, et qui tapent l'épaule, bah, du coup, luxation de l'épaule. Vous savez, comme dans les films, ils la remettent. Alors, souvent, ils se la remettent un peu à l'arrache, mais clairement, si on remet les épaules comme ça, en direct, je veux le voir. C'est hyper violent. Et après, il y a la clavicule qui pète. Alors, les chevaux n'ont pas de clavicule, donc en fait, si vous voulez, bah, ça peut sauter. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, c'est une urgence. Il faut le savoir, c'est une urgence. Et il faut m'appeler tout de suite. Il ne faut pas attendre 6 heures, 12 heures. C'est tout de suite, vous m'appelez. Vous avez le droit, c'est les seuls moments avec les traumatismes crâniens que vous avez le droit de me harceler pour que je vienne. Parce que les luxations, en fait, si vous voulez, le corps, il est très bien fait. C'est-à-dire, quand un os sort de son axe, ben, les muscles, toute la coiffe musculaire va se rigidifier pour protéger, pour pas que ça aille plus loin. Donc en fait, si on attend trop, en fait, il faut déchirer ses muscles pour remettre. Et en gros, on remet et ça ressort. Donc là, c'est carrément de la chirurgie, hein. Donc là, on est vraiment on remet les os en place. Sinon, dans tous les moments, on ne remet pas d'os en place. On ne permet que de respecter l'alignement qui est physiologique.
on respecte la physiologie, on revient à une santé inhérente, à une santé propre du corps. Pourquoi parle-t-on de compensation posturale et de pathologie? C'est quoi la différence? Alors, je pense qu'il y a la réponse dans la question, c'est pourquoi parle-t-on de compensation posturale? Alors, qu'est-ce que c'est une compensation? Quand on compense quelque chose, c'est-à-dire que, allez, je vais le prendre dans une équipe. Je suis une équipe de rugby. Moi, je suis un peu gringalet. Si on me met en pilier, alors je ne sais pas trop comment ça fonctionne dans une équipe de rugby, mais je peux comprendre comment ça peut fonctionner. Si on me met, moi, gringalet, dans une équipe en pilier, je vais me faire laminer au premier contact. Donc, on va compenser, c'est-à-dire qu'on va me mettre 2 gros gaillards, 2 sur mes côtés et 2, un devant et un derrière. Donc là, on met en place des compensations. Donc là, vous aurez compris que c'est parce qu'il y a une «faiblesse» entre guillemets qu'il y a compensation. De la même manière, le corps, s'il a une faiblesse à un endroit particulier, il va mettre en place des compensations. D'où le fait que je m'arrache les cheveux quand les ostéopathes travaillent et enlèvent ces compensations, sans prendre en compte le système dans sa globalité. Parce que je pense que là, tout le monde qui m'écoute est capable de comprendre, sont capables de comprendre que s'il y a une compensation, il y a une faiblesse. Donc la compensation devient une béquille, est une béquille. Si moi, ostéopathe, j'arrive, paf, je fais sauter la compensation, je l'enlève. Parce que j'ai les outils pour j'enlève la compensation, donc on est d'accord, j'enlève la béquille. Mais si je ne donne pas d'autres outils au corps pour qu'il puisse comprendre pourquoi il a compensé, donc j'enlève pas le problème originel. D'après vous, qu'est-ce qu'il va faire? Je pense que tout le monde se dit, il va compenser différemment. Exactement. C'est pour ça qu'on peut se retrouver à des séances où, par exemple, je vais voir l'ostéopathe 15 fois dans l'année. J'ai commencé mon début d'année, je vous le dis parce que là, c'est mythique, hein. Pour moi, je l'ai noté dans ma tête et c'est mon record. J'ai fait un cheval qui a été vu l'année dernière 12 fois, une fois par mois, en ostéopathie. Pour moi, c'est énorme. Pourquoi? Parce qu'en fait, je ne remets pas en question le travail de la personne. Je suis sûr qu'elle a fait de son mieux. Le praticien, je suis sûr qu'il a fait de son mieux. Mais il faut se rappeler que quand on travaille sur les compensations, on travaille sur les béquilles. Si on enlève les compensations, on enlève les béquilles. Donc, qu'est-ce que le corps fait? Il fait ce qu'il sait faire de mieux. C'est-à-dire que si le raccourci est plus court pour aller remettre la compensation qu'il avait déjà, il va se rebloquer de la même manière, il n'y aura aucun changement. Si c'est trop long parce qu'on a vraiment enlevé toutes les compensations, il va compenser différemment. Et des fois, ça peut être pire que mieux. Des fois, sur des intégrations au bout de 3 semaines, il y a des chevaux, c'est hardcore, c'est vraiment très compliqué et ça peut être très dommageable, très dommageable. Alors en plus, la difficulté, c'est que nous, les chevaux, enfin nous, ostéopathes animaliers, on travaille. Donc il y a les chevaux, les humains, la selle, la ferrure, les écuries, tout ça. Enfin, il y a tout un ensemble. C'est encore plus compliqué que l'humain, parce que l'humain, il n'y a que lui. Si par exemple, l'humain, il est, je sais pas, l'humain a mal au dos parce qu'il en a plein le dos, parce qu'il a un fauteuil qui est pas adapté, parce qu'il fait pas de sport, parce qu'il mange mal, parce que tout ça, c'est de sa responsabilité, on est d'accord? Et moi, j'aurais beau dire ce qu'il lui veut, ce qu'il a besoin, si lui, il se prend pas en main, il y aura aucun résultat. De la même manière, si moi j'ai un cheval, je m'occupe de faire une séance sur le cheval et que l'humain fait tout l'inverse de ce que j'ai recommandé pour le cheval a beau être la meilleure volonté du monde, je reviens quelques mois après, tout est rebloqué. Donc c'est pour ça que c'est un travail d'équipe. Donc quand on parle de compensation posturale, pour moi, c'est des béquilles posturales. Donc, par exemple, j'ai un sac à dos qui est trop lourd, tout le monde l'a lu, on fait une randonnée, on est fatigué, on se voûte, on s'affaisse, on perd la tonicité. Et si on le fait trop souvent, le corps garde ça en mémoire. Ah oui, c'est ça? Tiens, ok, ça c'est ma posture. Et on l'intègre dans notre schéma corporel. C'est pour ça que ça nécessite de la rééducation, du coup un travail d'équipe. Et des compensations pathologiques. Donc ça veut dire que le meilleur exemple, c'est j'ai de l'arthrose. Du coup, ben, mon corps va étayer, il va compenser parce qu'il y a une douleur. Donc qu'est-ce qu'on fait tous quand on a de la douleur? On s'enroule. Ah, il faut mettre un peu moins de poids là, ok. Sauf que la partie, elle n'était pas prête à accueillir d'un seul coup autant de poids.
Et du coup, elle-même va compenser et en fait, bim, bam et là, il y a un schéma qui se construit, un schéma de compensation dû à une pathologie. En général, l'arthrose, c'est ce qu'on appelle des pathologies dégénératives. Parce que, bah, l'arthrose, c'est pas positif. En gros, on va le dire ça comme ça, on va voir de manière binaire. L'arthrose n'étant pas positive, bah, c'est un schéma qui vient bloquer et d'ailleurs, c'est pour ça que le remède à «l'arthrose» entre guillemets, c'est le mouvement. C'est parce que moins tu vas bouger, plus l'arthrose va prendre de place. Donc plus tu bouges, si tu as de la douleur, plus tu vas compenser, d'où le fait d'accompagner le corps pour éviter qu'il compense de trop. Bah, sinon, ça décompense à un endroit. Je pense que les humains le comprennent, les chevaux, on les voit. Alors, des chevaux qui ont vraiment, vraiment fait beaucoup, beaucoup de sport, on voit comment leur schéma de compensation est mis en place. Et vous allez le comprendre chez l'humain, c'est-à-dire que quand tu arrives à 50 ans, 60 ans, c'est ce que je vois à peu près en moyenne générale, malgré le fait que je ne fasse pas d'ostéopathie sur les humains. Mais bon, avec l'expérience, je vois bien comment ça se passe. Bah, tu arrives, tu as la hanche qui est vraiment trop abîmée, donc nécessite prothèse de hanche. OK. Donc la hanche droite, tu mets une prothèse. Bah, l'année d'après, tu mets une prothèse sur le genou à gauche ou en suivant, quoi. Bah, en fait, la compensation et puis une fois que tu as fait le genou à gauche, tu dis: «Ah, bah, vraiment mince». Et du coup, c'est le genou droit qui pète et après le genou droit, la hanche gauche. Vous voyez comment le système de compensation, il est mis en place? Et là, c'est un système qui n'est pas stable. C'est un système instable qui essaye de trouver des solutions. Et en plus de ça, on met des prothèses. Donc on enlève une partie vivante pour mettre une partie morte, inerte, qui est du titane. Donc il faut faire de l'intégration. Donc voilà, compensation posturale et pathologique, les différences. Pourquoi tu nous parles souvent d'anatomie pourquoi tu nous parles souvent, lapsus, j'adore parler anatomie, pour, donner des outils aux personnes, en fait, pour comprendre leurs animaux. Je vois bien, hein, des fois, même moi, des fois aussi, je me dis: «Flo, tu parles beaucoup quand même». Parce que je me dis que si vous comprenez vos animaux, si vous comprenez ce qui se passe, vous pouvez les aider. Et du coup, on ne peut pas vous dire, «Tu sais bien, là, il faudrait faire ci, ça». Non, attends, l'organe, il fonctionne comme ça, mon cheval, il est comme ça. Non, là, ça ne lui correspond pas. Toujours pareil dans le principe d'autonomie. Donc pourquoi tu nous parles souvent d'autonomie avec la notion de prise en charge? Bah, c'est très simple, vous allez vite le comprendre. Si moi je vous prends en charge, c'est moi qui prends la charge, on est d'accord? Mais du coup, c'est pas vous qui faites le travail, c'est moi qui le fais. Donc dès que je m'en vais, qu'est-ce qui se passe? Bah, rien ne bouge. Par contre, si c'est vous qui vous prenez en charge, qui prenez votre animal en charge, bah, du coup, vous êtes autonome pour résoudre la problématique parce que moi, je vous ai donné les outils. Parce qu'à ce moment-là, j'ai donné les outils au corps pour qu'il puisse comprendre. Donc moi, quand je pose les mains, c'est pour ça que je vous abordais tout à l'heure avec la notion de manipulation. Cette question, je l'ai mise avant. Parce que moi, je ne suis pas là pour manipuler le corps. Je suis là pour l'accompagner à comprendre ce qui se passe et lui rappeler, parce que je n'ai pas la prétention de le guérir, je ne suis pas assez balèze pour ça, je ne guéris pas le corps. Je suis là pour lui rappeler qu'il a la capacité d'exister parce qu'en fait, le corps, il est composé juste de 100 des milliards de cellules, de milliards de bactéries et quand tout ce petit monde est au service de la vie, ça va aller beaucoup plus rapide que moi avec mon intention, mon éducation, mes programmes, ma vision et si j'arrive en plus, j'ai fait 3 heures de bouchon, un accident sur l'autoroute, je non. Le corps va aller beaucoup plus vite que moi et moi, je suis souvent en retard parce que moi, je vais réfléchir. Le vivant, il va agir. Donc si je lui propose juste, je lui rappelle qu'il y a cette possibilité de retrouver du mouvement dans cette zone, d'enlever cette stagnation qui est en gros l'équivalent d'une mort cellulaire. La stagnation, c'est la mort cellulaire. Et ben du coup, le comment dirais-je? Le corps se prend en charge, mais c'est pas moi qui prends en charge. Voilà, j'avais une discussion ce matin, c'est-à-dire que, on parlait de l'autonomie et c'est un message que j'ai envie de donner aux personnes. Après, vous le prenez pas, c'est la responsabilité. On est tous responsables de ce que l'on fait. Quand le matin on se lève et qu'on fait quelque chose qui n'est pas bon pour nous et qu'on le sait, on est responsable de ce que l'on fait. Et pareil avec un animal, on est responsable de cet animal, mais on est responsable de ce qu'on lui fait aussi. Ça ne veut pas dire qu'il faut se blâmer, ça ne veut pas dire qu'il faut culpabiliser, ça veut juste dire qu'on a le pouvoir d'agir. Rappelez-vous juste ça, on a le pouvoir d'agir. Quand vous vous dites: «Je n'ai pas la capacité d'aider mon animal», rappelez-vous que si. C'est juste qu'il faut oser communiquer, il faut oser parler, dire: «Là, je suis dans la capacité d'aider mon animal. Qu'est-ce que je peux faire?» Renseignez-vous, appelez des professionnels.
parler avec un entourage ouvert d'esprit et vous verrez que les solutions se trouveront toutes seules. La notion d'autonomie. L'ostéopathie sur les chevaux est une mode ou un besoin essentiel? Ça, je la kiffe cette question. Alors oui, il y a eu une mode. Je peux en parler, hein, parce qu'à un moment donné, j'allais faire des séances et je voyais bien, hein, je faisais des séances sur des animaux et je voyais bien, c'était juste parce que, j'avais du résultat qu'on m'appelait et pas pour l'animal et je le sentais parce que, je revenais tous les 6 mois et le système n'avait pas évolué. Donc il y a eu une mode qui est: je fais du cheval, il faut que mon cheval voie l'ostéopathe. Sachez que mon projet, le projet Sens, quand j'arrive en fait, quand je prends, la décision de vous accompagner, je le fais que sur, 3-4 séances. Mon objectif, c'est qu'en gros, une séance par an sur 3-4 ans, vous soyez autonome et que le corps ait la capacité d'accueillir, les changements et on va me dire: «Oui, mais s'il y a un accident», touchons du bois, je c'est pas ce que je souhaite à l'animal, mais s'il y a un accident, forcément, il y a des paramètres qui vont changer ou pas. Des fois, il y a des chevaux, on m'appelle: «Flo, j'ai eu une chute», je viens, il y a rien, tout va bien. Parce que le corps a su se prendre en charge, il a su se prendre en main et si on prend en compte le système, beh, il y a pas de souci. Donc la notion de la mode, pour moi, oui, il y a eu une mode et là où je veux en venir, je ne sais pas si, c'est très clair, hem, là où je veux en venir, c'est qu'en fait, pourquoi l'ostéopathie animale s'est autant développée sur le cheval? Je ne sais pas si vous avez la réponse, mais est-ce que c'est naturel de monter un cheval? Là, je mets les 2 pieds dans le plat direct. Est-ce que c'est naturel de monter un cheval? Hem, je lirai les questions après. Donc, est-ce que c'est naturel de monter un cheval? Non. Donc là, il faut le savoir. Monter sur le dos d'un cheval, c'est pas naturel. Le cheval, théoriquement, dans sa physiologie, en fait, en bonne santé, il est capable de porter, 10 de son poids. D'accord? Donc, en gros, sur un cheval de 750 kilos, quand il a une bonne musculature et qu'il est cohérent, selon les études qui ont été faites, un cheval peut porter 10 de son poids, donc 75 kilos. Mais après, on va mettre le sport. Donc, on fait quelque chose, je ne sais pas si vous avez déjà vu dans la nature, hein, des chevaux sauter des barres, faire, une reprise de dressage, galoper pendant 160 kilomètres. Vous voyez, c'est des contraintes que l'on exerce sur l'animal. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de monter son cheval, ça veut dire qu'il faut juste avoir conscience que les disciplines peuvent impacter le corps du cheval. D'où le fait de prendre soin de l'animal. Voilà. Donc en fait, l'ostéopathie, elle a du sens à cet endroit-là, d'accompagner le corps de l'animal à encaisser les contraintes qui ne sont pas physiologiques. Vous le voyez bien sur les sportifs de haut niveau, c'est pareil, hein, ils ont toute une équipe, ostéopathe, kiné, masseur, hem, shiatsu, nutritionniste, coaching mental, enfin, il y a toute une équipe et pour moi, quand un cheval fait du sport, on devrait tendre à cette idée qu'il faut prendre soin du corps parce qu'on fait quelque chose qui n'est pas naturel et même si c'était naturel, beh, pour moi, il y a quand même certaines contraintes à un moment donné, hein. Il y a des gens, je vois bien, hein, ma grand-mère a 93 ans, l'ostéopathe, je lui ai fait une séance, j'avais l'impression de faire une séance à elle est adorable et elle est pleine de vie à 93 ans, et très rigide. Ben, c'est la rigidité de toutes ces années de vie. Elle a connu la Seconde Guerre mondiale. Ben, l'ostéopathie, ça lui parle pas parce que sa façon de voir les choses, c'est de garder à l'intérieur. Mais il y en a plein des gens comme ça qui gardent à l'intérieur et du coup, la libérer, ça n'a pas de sens. Donc il y a des méthodes qui sont plus propices pour, tel ou tel besoin. Donc voilà, par rapport à la notion de mode. L'ostéopathie a-t-elle un effet placebo? J'adore, mais bien sûr qu'il y a un effet placebo d'une certaine manière. Parce que si une personne vient vous voir, je prends souvent l'exemple et je la fais, assez souvent. C'est vous avez un trauma et d'un seul coup, vous vous réveillez à l'hôpital et là, il y a votre meilleur pote qui arrive et il te dit: «Oh là là, heu, je sais pas quoi te dire, je sais pas comment tu te sens», hem, apeuré,
vraiment en flip et en gros, de ce qu'il est, tu as l'impression que tu vas mourir, quoi. Bah, comment vous allez réagir? Vous allez paniquer. En général, dans les 2 secondes, tu paniques, tu te dis: «Putain, je vais mourir, qu'est-ce qui se passe, quoi?» Et la deuxième situation, tu te réveilles, trauma, tu te réveilles et d'un seul coup, tu as ton meilleur pote qui arrive avec, la boîte de chocolat ou si tu kiffes le saucisson ou un bouquet de fleurs et il te fait, «Putain, je suis vraiment content de te voir, tu vas bien? C'est ouah, tu rayonnes!» Bah, tu te dis: «Bah, alors je ne sais pas ce qui s'est passé, je me réveille à l'hôpital, tu peux m'expliquer un petit peu?» Bah, tu vas le prendre beaucoup plus positivement. Bah, de la même manière, l'effet placebo, c'est-à-dire que si tu as une croyance aux soins que la personne t'a faits, bah, il y a plus de chances que ça fonctionne que si tu n'y crois pas. D'où l'intérêt de travailler avec des praticiens en qui vous avez confiance. Dire: «Putain, j'ai pas confiance en mon praticien et je vais le voir» et du coup, ça bouge pas et puis de toute façon, tout ce qu'il fait, ça sert à rien. «Ouais, il m'a bougé les os, ouais, super». Voilà. Ben arrêtez d'aller le voir, en fait. C'est pour ça que j'en reviens là aussi à la notion de mode, c'est tu vas voir ton ostéopathe parce que c'est bien de le faire une fois par an. Mais peut-être que toi, en tant qu'individu, c'est bien que tu ailles voir, je sais pas, un hypnotiseur, un psychologue, un médecin chinois traditionnel. Voilà, ou tout simplement que tu changes de métier. Je sais pas, des fois le problème on le prend pas de la bonne porte, mais c'est pour ça que la notion d'autonomie, de responsabilité, c'est renseignez-vous. Alors vous allez me dire: «Oui, mais on ne sait pas avant comment l'ostéopathe il est». Alors par exemple, moi j'ai fait un site internet, j'incite toujours les gens avant de prendre un rendez-vous à lire mon site internet. Parce que je veux qu'ils aient connaissance de ma pratique thérapeutique, heu, avant de me contacter, avant que je vienne en séance, parce que sinon ça pète à la figure. Parce que moi, je travaille sur la notion du corps. Donc, l'ostéopathie, vous pouvez la comprendre comment je l'aborde, mais en plus sur la systémie du couple animal-humain. Donc, j'ai rajouté quelques flèches dans mon carquois. Donc, la notion de placebo, bah, c'est la notion de confiance. C'est-à-dire que si tu as confiance en ton processus et tu as confiance en ton praticien, bah, même si c'est vraiment très désagréable, parce qu'il va te dire: «Tu sais quoi? Il faudrait que tu te fasses des étirements tous les jours». Ou le simple fait, tu fais pas trop de sport et d'efforts pendant 24 à 48 heures. Qui l'a fait? Qui a la responsabilité? Qui ose me dire: «Oui, moi je respecte les 24 à 48 heures de repos»? Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait, mais soyons responsables de qui nous sommes et ayez confiance en vos professionnels. Si vous n'avez pas confiance, beh, posez-vous les questions, les bonnes questions, et ça aidera votre processus de guérison. Pourquoi tu parles d'émotion et lien avec le cheval? Parce que nous, humains, nous sommes des êtres doués des émotions. Et nos émotions, chez nous, les humains, sont assez complexes. On les gère, plus ou moins bien. Juste prenez un peu de recul, inspirez, expirez. Imaginez-vous, dans l'espace et regardez la planète. Regardez les humains, regardez-vous et juste posez quelques mots dessus. Vous direz: «Putain, c'est dur la société aujourd'hui, hein. Ouf, moi je me sens, pas au top, en fait». Bah, cette émotion-là, quand vous arrivez proche de votre animal, comment il vous regarde? Comment il vous observe? Bah, de la même manière que vous, vous avez observé de l'espace, vous en tant qu'individu ou la société ou le monde de manière générale, bah, votre animal, il va vous regarder de la même manière. Il y a une résonance qui se met en place, une résonance systémique. Il y a plein d'approches qui l'abordent. Par exemple, chez les humains, c'est la GELSTAT ou des approches en fait qui prennent en compte le système. Un exemple concret, dans une famille, quelqu'un qui va pas bien, donc le père ne va pas bien, un des enfants ne comprend pas pourquoi le père n'est pas bien, et du coup, ça fait ping-pong, ping-pong. Ben, un animal, c'est pareil. Ça ne veut pas dire que l'animal nous copie, mais ça veut dire que l'animal est très proche de nous. Et le cheval, je prends une expression que tout le monde va comprendre, le cheval est une éponge. Et en plus, on lui monte dessus, où il est proche de nous, mais comme un chien, comme un chat, ils sont très proches de nous. Du coup, il y a forcément quelque chose qui se passe dans cet espace, qui se crée. Et moi, je travaille dessus. Donc le lien avec l'animal, il est au cœur des émotions. Pourquoi il y a des ostéopathes qui testent et toi, tu ne le fais pas? Alors je pense que c'était une question d'un ostéopathe, je ne me rappelle plus, je l'avais noté, d'une stagiaire, que j'avais eue. C'était: «Pourquoi moi je fais pas de tests?» De la même manière que je disais que, je réponds aux besoins du corps,
et du coup, c'est le corps qui me guide. Donc j'ai pas besoin de tester, en fait, telle épaule est bloquée par rapport à l'autre. Parce que pour moi, ça me parle pas. C'est-à-dire qu'à l'école, j'ai appris, beh, tu fais un comparatif, tu testes la mobilité de l'épaule, donc tu en gros, c'est des tests, flexion, extension. Tu vois qu'il y a une certaine amplitude et tu vas sur l'autre épaule et tu vois qu'il y a pas la même amplitude. Donc tu te dis, bah, que cette épaule est bloquée par rapport à l'autre. Ça, pour moi, c'est pas de l'ostéopathie. Ça, pour moi, c'est une idée préconçue d'une réflexion, très mentale qui n'a rien à voir avec de l'ostéopathie. Il faut partir du principe que, la symétrie, c'est une illusion. Et là, je vois les cavaliers de dressage qui me font: «Ouah, Flo, tu peux pas dire ça!» J'ai eu des grands débats, hein, sur la symétrie, hein. «Oui, mais moi, mon cheval, je veux qu'il soit parfaitement droit». Oui, mais toi, tu es pas droit et ton cheval non plus n'est pas droit. Et par contre, l'ensemble de tous les 2, vous essayez d'avoir au maximum d'alignement et de rectitude et vous serez jamais symétrique. Il y avait une image sur Facebook qui tournait comme ça de Angelina Jolie, de Brad Pitt, où ils avaient symétrisé leur visage. C'est dégueulasse, hein, clairement. Angelina Jolie, je pense que de manière générale, elle est assez magnifique quand même de tête. Brad Pitt, c'est pareil. Symétriser, c'était pas beau. On n'est pas symétrique. Si on symétrise, il y a un problème. Le corps n'est pas symétrique. D'ailleurs, la perfection n'est pas de ce monde. L'excellence, oui. Le mouvement, oui. Le corps, il est toujours en train de chercher la meilleure solution. Ça veut bien dire que le système, il n'est pas parfait. Parce que s'il était parfait, il n'existerait pas. Parce qu'il n'y aurait pas la meilleure solution. Il n'y aurait pas le mouvement, du coup. Donc, pourquoi je ne fais pas de test? Parce que j'écoute le corps et c'est le corps qui me guide. J'arrive pas avec cette idée de je vais faire. J'écoute et en fonction, je fais. Donc ma première porte d'entrée, c'est l'écoute, c'est pas les tests. Et je sais qu'il y a des ostéopathes qui testent. Moi, je le fais pas. Comment faire la différence entre un bon ostéopathe et un mauvais? Alors ça, c'est une question souvent qu'on me dit et qu'on me pose. C'est pourquoi faire la différence comment faire la différence entre un bon ostéopathe et un mauvais? Je pars du principe que tout le monde est bon. Il n'y a pas de mauvais praticien. À la nuance près que la personne qui veut faire du mal, de manière et qui est mauvaise, oui, oui. Pour moi, un mauvais praticien, c'est quelqu'un qui fait foncièrement les choses pour faire du mal. Voilà. En général, ça se voit, hein, quand il y a quelqu'un qui arrive et qui veut faire du mal à l'animal, hein, ou à l'humain, hein, bah, vous dites stop, vous partez, vous lui dites de partir. Donc en fait, il y a que des bons ostéopathes, il y a que des bons praticiens parce qu'on a tous la volonté de vouloir faire du bien, on a tous la volonté de vouloir aider l'autre. C'est pour ça qu'on fait ce métier. Donc il y a pas de bon et de mauvais, c'est un peu à l'image du bon et du mauvais chasseur, du sketch là des inconnus. Il n'y a pas de bons ou de mauvais ostéopathes. Il y a que des ostéopathes qui font de leur mieux. Mais vous, en tant que propriétaire, vous, en tant qu'humain, quand vous allez voir un ostéopathe, essayez de comprendre qui l'individu est avant d'aller le voir. Parce que peut-être qu'il ne va pas répondre à votre besoin parce que ce n'est pas du tout cette personne qu'il faut aller voir. Ça, moi, je fais un gros travail de sensibilisation parce que je travaille, moi, à l'ostéopathie, j'ai rajouté l'émotion, la, la, la relation systémique. Mais j'ai rajouté l'énergétique, j'ai rajouté le magnétisme, j'ai rajouté aussi l'ésotérisme. J'aborde tout ça, donc une personne qui voit l'ostéopathie de manière très, hem, très binaire, c'est-à-dire, les os sont déplacés, bah, si je lui fais une séance, bah, elle va se braquer et ça va pas du tout lui correspondre. Donc quand on veut voir un praticien, renseignez-vous sur ce praticien. Souvent, je disais cette expression: «Tiens, cette personne, elle a vu la lumière au bout du couloir et elle m'a appelé» et je savais que ça allait pas coller. Mais moi, en tant que bon praticien, je me dis: «Allez Flo, tu as envoyé ton site et tu vas arriver sur place et la personne, ça va bien se passer avec l'animal». En fait, la personne n'avait pas lu, mon site et était dans ses croyances de vertèbres déplacées, de, mécanique et heu et du coup, ça ne peut pas coller. Parce que tout ce que je sais très bien que tout ce que je vais faire sur l'animal, beh, la personne, du coup, comme elle ne me fait pas confiance, parce que pour elle, l'image de l'ostéopathie, c'est, du réglage articulaire, c'est, des vertèbres qui se déplacent et ben, ça peut pas coller. Donc tout ce que je vais demander au propriétaire pour l'animal ne sera pas fait. Donc en fait, on va perdre du temps tous les 2. Et moi, faire perdre du temps à un animal, c'est pas pour ça que je me suis lancé dans mon métier. Moi, je me suis lancé dans mon métier pour accompagner les animaux, pour accompagner le vivant.
Si on perd du temps, il y a des dommages. Donc renseignez-vous. Comment savoir quand appeler l'ostéopathe? Bah, ça, c'est une très bonne question. Comment savoir quand appeler l'ostéopathe? Beh, déjà, c'est avoir conscience de ce qu'est l'ostéopathie. Donc renseignez-vous sur ce qu'est l'ostéopathie et par exemple, beh, la boiterie, le plus courant, c'est: «Mon animal boite» ou «Il est pas bien dans tel travail, dans tel travail». OK. Ou moi, je me lève, je me suis bloqué. OK. Bah, avant de prendre des anti-inflammatoires, je vais peut-être appeler l'ostéopathe parce que lui, il peut peut-être faire quelque chose. Donc quand savoir? Beh, c'est en fonction du besoin. Mais l'ostéopathie est une approche préventive, un peu à l'image de la médecine chinoise traditionnelle qui va prendre en compte le terrain. C'est-à-dire qu'on va le faire simple, tu es agriculteur, tu prends soin de ton terrain va te le rendre. Tu prends pas soin de ton terrain, tes légumes, ils seront pourris. Ben voilà, c'est pareil pour nous. C'est-à-dire que si tu prends soin de ton corps va te le rendre. Si tu en prends pas soin, à un moment donné, ça tient. Il est assez résilient. Nous, les humains, on est des méga machines de guerre. Vraiment, notre corps, il est extraordinaire. Le vivant, de manière générale, est extraordinaire, mais nous, les humains, on est l'aboutissement de l'évolution. Ce qui fait qu'on peut être résilient longtemps. Mais à un moment donné, quand on passe le cap, on passe le cap, hein. Le corps, il dit, stop. Et tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu au moins une fois dans sa vie. Dire cette personne, d'un seul coup, elle a vrillé dans son corps et elle est partie très vite. Le corps, il tient, mais à un moment donné, il lâche. Donc, quand appelez l'ostéopathe, bah, déjà, anticipez. Sentir que vous avez votre besoin. Écoutez votre corps. On en revient à la notion d'autonomie. On en vient à la notion de se prendre en charge. Euh, Et après, pour les animaux, renseignez-vous, faites confiance à la monitrice qui peut te dire: «Mais tiens, par exemple, par rapport à tel ou tel changement, votre cheval, il va avoir besoin de voir l'ostéopathe. Changement de selle, il y a eu beaucoup de choses là, il a fait plusieurs coliques, ça serait peut-être bien, d'appeler l'ostéopathe». Donc écoutez votre animal, écoutez-vous et vous aurez la réponse. Mais je prends l'exemple, moi, quand les gens me disent: «Bon, vous revenez quand?» Je dis: «Bah, je sais pas, c'est vous qui allez me le dire». Et pourtant, à l'école, on me disait: «Oui, il faut faire une séance, tous les 3 4 mois pour les chevaux de sport». Que dalle! J'ai accompagné des chevaux qui faisaient du sport à haut niveau, et je les voyais pas, 4 fois par an, hein. Et la dernière question, c'est quoi les violences thérapeutiques? Ça, c'est un sujet qui me porte vraiment à cœur. D'ailleurs, ça me fait monter l'émotion. C'est quoi les violences thérapeutiques? En fait, c'est des violences qui sont exercées au cadre d'un traitement thérapeutique. C'est-à-dire que sous prétexte que l'on veut aider l'animal, beh, on viole ses limites. C'est vraiment en ce sens. En fait, c'est le cœur de ce pourquoi je voulais faire cette vidéo, c'était vous sensibiliser et vous puissiez vous appuyer sur une vidéo, sur un contact pour, heu, pour vous puissiez vous dire que là, il y a des choses qui font du mal à votre animal et vous avez le droit de dire stop dans une séance. Une personne qui fait de la blanchisserie sur votre cheval et que votre cheval, il en peut plus, vous le voyez souffrir ou votre cheval, il est couché, la personne couche le cheval et lui fait des gros bras de levier douloureux, clairement, vous avez le droit de dire stop. Dites stop, parce que votre animal en souffre. Combien de fois j'ai posé les mains sur des animaux qui ont été maltraités, sous prétexte de prendre soin de l'animal? Et ça, pour moi, je ne suis pas d'accord, pas du tout d'accord. C'est-à-dire que même là, notre bonne volonté, bah, déjà, c'est une conscience de l'individu sur lequel on travaille. On n'a pas à faire souffrir un animal parce qu'eux, ils ne parlent pas. Enfin, si, ils parlent en communication, mais intuitive. Mais factuellement, ils n'ont pas les cordes vocales pour parler. Donc un animal ne parle pas. Ils ne peuvent pas nous dire: «Là, je souffre vraiment quand tu fais quelque chose». Je dis, hein, des fois, il y a des endroits, je préviens tout le monde, je dis: «Là, on va sur une adhérence de cicatrice, par exemple, sur une fibrose d'un estomac», enfin tout ça, peu importe, ça fait très mal. Donc préparez-vous. Et l'animal, je l'accompagne, c'est pas pour ça que je vais aller le torturer. J'ai fait tout mon j'ai préparé tous mes piliers pour pouvoir prendre soin de l'animal. Mais combien de fois j'ai vu, pour le coup, je parle de l'ostéopathie, des ostéopathes branler les chevaux dans tous les sens en un temps très court. Ils ont même pas le temps de respirer. Qu'en fait, ils se réveillent et là, ils sont traumatisés. Et ça, c'est des petites violences qui peuvent avoir des gros impacts. Et très factuellement, dans les années 80, 1980,
On pensait que les enfants, quand ils naissaient, ils ne sentaient pas la douleur. Donc on leur faisait des choses horribles. Enfin, je ne rentrerai pas dans les détails, c'est pas le moment. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte quand même, il y a eu une évolution de la médecine, qu'en fait les bébés ressentaient tout en plus important. Donc en fait, ce qu'on pensait ne pas être douloureux était de la surstimulation, de la surdouleur en fait. Ben voilà, par rapport aux animaux, quand en fait il y a un traitement thérapeutique, ben soyez vigilants, au bien-être de votre animal. C'est pas parce qu'il y a traitement thérapeutique que l'on peut faire n'importe quoi, que l'on peut faire mal aux animaux et ça, je le vois trop souvent et pas qu'en ostéopathie d'ailleurs. Mais sous prétexte que l'on vient faire du bien, d'une certaine manière, on se permet de faire du mal et ça, c'est pas OK. Et si c'est pour vous, reprenez-le juste pour vous, hein. Un ostéopathe je vais utiliser le mot alors viol est très très important, mais un ostéopathe qui va violer votre intimité, il va pas respecter votre corps. Vous le sentez direct, derrière vous êtes traumatisé, vous avez pas envie d'y retourner. Combien de personnes j'ai rencontrées, j'ai parlé avec eux, ils me disent: «Non mais Flo, moi je veux pas entendre parler d'ostéopathe». J'y suis allé, il m'a fait tellement mal que j'ai mis des mois à m'en remettre et là je suis traumatisé. Et là je dis: «Mais clairement je comprends. Ce qu'il t'a fait, je comprends». Donc soyez vigilants, mettez de la conscience et s'il vous plaît, osez dire stop. Stop pour vous déjà et quand vous voyez votre animal souffrir, dire là, quand c'est très violent, très clac, clic, boum, bam, tac, bouche, langue, tic, là, oh, vous avez le droit de dire: «Oh, vous savez quoi là? Mon animal là, il est pas bien, regardez ses oreilles, regardez ses oreilles, regardez sa façon d'être, il est en défense» et là, en fait, on peut sortir de la violence thérapeutique et si vous, propriétaire, prenez conscience de ça, vous pouvez aussi faire prendre conscience aux praticiens qu'il est peut-être à côté de ses pompes à ce moment-là. Entamez des discussions, osez, ne l'agressez pas, parce que s'il est peut-être agressif, peut-être qu'il y a quelque chose qui se passe chez lui. Rencontrez l'autre. Et s'il vous plaît, soyez vigilants, ça arrive trop souvent. OK. Pour finir, je vais voir, il y a une question. La culpabilité cachée sous la bienveillance, t'inquiète, mon cheval voit l'ostéo une fois par an parce que maintenant c'est comme ça, même si dans le sens du bien-être du cheval, c'est toujours mieux que rien, je suppose. Il n'y a pas de règle. On peut partir du principe qu'une fois par an, ça permet de faire un check. Mais, il y a des fois, moi j'ai vu les chevaux propriétaires, par exemple, j'ai vu des chevaux, je suis revenu un jour, au bout de 8 mois, je repose les mains, j'ai dit: «Mais en fait, la séance travaille toujours au bout de 8 mois». Je me dis: «Mais en fait, on va boire un café et je reviendrai, plus tard, quand ça sera bon». Donc il y a pas de règle fondamentale. Lisa qui dit: «Faut-il nécessairement aimer les humains pour travailler en tant qu'ostéopathe sur les animaux?» J'aime bien parce que tu poses la question, tu me poses la question, donc oui. J'ai commencé le métier d'ostéopathe animalier en détestant les humains, foncièrement. Et pour autant, je sais au plus profond de moi que je suis né sur terre pour accompagner l'humain, parce que j'aime l'humain. C'est juste que j'ai été très en colère contre l'humain, parce que quand je vois tout ce qu'ils font à la nature, aux animaux et moi-même, hein, parce que, je ne peux pas critiquer les autres et me pas me critiquer moi, hein. Quand, je bois par exemple, là j'ai bu une tasse d'armoise, qui vient de Chine. Bah, j'aime bien me prendre aux producteurs origine, hein, ou mes moxas. Mes moxas, je les fais venir de Chine. Bah, je sais qu'il y a tout un transit, d'accord, hein, voilà. Hem, donc je sais que je prends pas soin de la nature à ce moment-là. Et pourquoi je le fais? Et ben, quand on veut travailler avec les animaux, il faut avoir un minimum d'amour pour les humains parce que beaucoup d'ostéopathes animaliers n'aiment pas les humains. Et moi-même ayant commencé ma pratique en n'aimant pas les humains, bah, du coup, j'ai vite appris à les aimer. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que vraiment le levier par rapport à, à l'acte thérapeutique sur les animaux, en l'occurrence ma spécialité étant les chevaux, bah, c'est l'humain. Et même pour vous dire, quand on m'appelle pour un chien, au niveau optimisation du temps, c'est plus rentable d'aller travailler directement sur l'humain que sur l'animal, sauf s'il y a eu accident. Mais je gagne plus de temps à aider le chien en travaillant sur l'humain que sur l'animal, sur le chien, avec le couple chien-animal. Heu,
sauf sur des accidents et des pathologies qui sont importantes, hein. Mais je prends toujours en compte l'humain. Et sur le cheval, oui, encore plus, parce que l'humain monte sur l'animal, donc la posture, ne serait-ce que juste la posture. Tu peux pas demander à ton cheval de faire un cercle à main droite si toi, à main droite, tu es en douleur et que tu te tords à gauche. Donc, faut-il nécessairement aimer les humains? Oui, il y a un travail à faire avec l'humain, pour aller à la rencontre de l'humain, oui. Voilà. Hem, Charlotte qui dit: «L'urgence vitale est la seule raison valable, à mon sens, pour vraiment pouvoir dépasser ses limites physiques et émotionnelles. Et encore, on a les moyens de s'en passer aujourd'hui. Bien sûr, le mettre inconfortable temporairement pour son bien-être et ajuster est à ajuster, notamment cicatrices comme tu le disais, mais inconfort n'est pas censé être aussi violent, sinon il y a un problème, en effet. Inconfort ne veut pas dire violence. On peut très bien arriver sur des traumatismes, avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de délicatesse, beaucoup de finesse. Si j'arrive directement sur une adhérence de cicatrice et que je viens mettre le doigt sur le tissu fibreux, mais le cheval me fracasse la figure, clairement. Et pour autant, il y a des chevaux, c'est tellement violent qu'ils ont besoin d'extérioriser. Donc, bah, c'est tout un accompagnement. Donc, prendre aller rencontrer la douleur, parce que des fois, il y a des endroits qui sont très douloureux, c'est le faire avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de patience et pas de violence. Voilà, je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire, j'ai répondu aux questions. Si jamais vous en avez, je suis prêt à les écouter. Alors je sais pas trop comment ça fonctionne avec Instagram parce que là, j'ai mis le partage sur Instagram. Je pense que toutes les questions, je peux les voir là. Heu, bon après, si jamais vous avez des questions à me poser, alors en fonction du temps, je pourrais y répondre. Vous pouvez me les laisser en commentaire ou alors vous m'envoyez un message, et en même temps, ça pourra peut-être permettre de faire, un de mes rêves serait de faire une conférence et ramener plein de gens et qu'on discute en lien ensemble parce que oui, à l'ordinateur, oui, ça c'est facile parce que quand on rentre le soir, c'est plus simple. On va dire que c'est la communication moderne. Moi, je suis quelqu'un de lien, j'ai besoin d'avoir les gens en face de moi et en plus, on pourrait aborder plein de choses. L'idée, c'est l'éveil, la sensibilisation et surtout la prise de conscience, la connaissance parce que ce qui peut vous rendre libre de parler avec un praticien, c'est la connaissance que vous en avez du praticien. Et plus vous êtes en connaissance de vous-même, de votre corps, plus vous pouvez dire, hem: «Beh, là, j'ai un problème d'estomac» et vous allez chez le médecin parce que vous avez mal à la gorge et vous dites: «Ouais, mais j'ai très mal à l'estomac». Il va vous dire: «Mais attendez, je vais vous donner un médicament pour la gorge». «Oui, mais j'ai très mal à l'estomac» et en fait, tu peux te dire que tu as mal à la gorge parce qu'en fait, tu as juste des reflux gastriques et si tu prends pas en compte l'estomac, tu pourras toujours prendre du sirop pour la gorge, hein. Vous voyez l'idée? Donc voilà. Bah, écoutez, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas au besoin et je vous souhaite une belle soirée et à mon habitude, je vous dis bisous.